Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit la guerrière Gwendoline Philippe, championne de France, championne d'Europe et championne du monde à 21 ans. On parle de son parcours en compétition, de son entraînement, de sa vie d'athlète compétitive. Donc, tout ça et beaucoup plus. Si vous voulez vous abonner au Patreon, dès maintenant, vous aurez accès à l'épisode vidéo en exclusivité de Gwendoline. Donc, c'est une primeur. Donc, à partir de la saison 2, à partir de 2021, nos épisodes vont être disponibles en vidéo sur YouTube. On vous donne celui avec Gwendoline en primeur sur le Patreon. Abonnez-vous. Il y a 3 niveaux d'abonnement. Senshi, Senshi légendaire et Dojo partenaire. Donc, si vous voulez faire connaître votre dojo puis appuyer le podcast en même temps. Sinon, si vous êtes supporter et que votre budget est plus restreint, c'est Senshi. Si vous avez un peu plus de budget et que vous voulez nous encourager, Senshi légendaire. Et tous les avantages sont expliqués sur le Patreon du podcast. Donc, patreon.com/guerrierpodcast pour vous abonner. Ça va nous aider à continuer à produire du contenu et ça va vous donner accès à du contenu exclusif comme celui-ci et comme beaucoup plus qui s'en vient prochainement. Bon podcast! Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Donc, bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, on reçoit une guerrière française de l'équipe nationale de France de karaté en la personne de Gwendoline Philippe. Bonjour, mademoiselle Philippe, ça va bien? Bonjour, oui, très bien, merci. Et vous? Ça va super bien. Merci beaucoup de nous accueillir en cette soirée de vendredi pour vous. Ben c'est ça, on est vraiment content de vous recevoir. L'équipe nationale de France, c'est quand même quelque chose. Est-ce que vous pouvez, pour le bénéfice des auditeurs, un peu nous expliquer un peu votre parcours dans les arts martiaux, à quel moment c'est arrivé le karaté dans votre vie, puis ce qui a mené jusqu'à l'équipe nationale? Alors, moi, j'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans, tout simplement en suivant un petit peu mes parents, mon père, ma mère, mon grand frère, ma grande sœur, voilà, tout le monde était dedans. Donc, quand j'ai eu l'âge de commencer le karaté, avec ma petite sœur, on a commencé et au final, je suis la seule à avoir continué et c'est vrai que du coup, à l'âge de 12 ans, en fait, il faut savoir que j'ai commencé les compétitions très jeune et qu'au début, c'était très compliqué pour moi parce que je tapais beaucoup et j'avais du mal à contrôler. Donc, souvent, je me faisais éliminer. Et puis, bon, en grandissant, en fait, à partir de 9 ans, j'ai eu mes premières médailles nationales en championnat de France. Et à partir de 11 ans, j'ai gagné mon premier championnat de France. Et depuis, je suis invaincue en France. Voilà, donc pour la petite histoire. Et donc, à 12 ans et demi, je suis partie à plusieurs centaines de kilomètres de chez mes parents pour rentrer en centre de formation, donc le meilleur centre de formation de France. Et donc, voilà, j'ai commencé cette aventure là-bas, très jeune. Et au final, je pense que c'est ce qui m'a permis de performer tout le long de ma jeune carrière. Oui. Donc là, actuellement, je suis triple championne du monde, championne d'Europe et 14 fois championne de France de karaté. Rien que ça. Wow, c'est ça. Mais là, on a passé par-dessus plusieurs années rapidement. Donc, tu as dit, je suis parti en centre de formation vers 12 ans. Ça fait combien d'années? Je ne vais pas demander l'âge, mais... Comment? Ça fait combien d'années, dans le fond, que tu es parti en centre de formation? J'ai 21 ans, donc ça fait 9 ans, voilà. Ça fait 9 ans que j'habite plus chez mes parents et Wow. voilà. Donc aujourd'hui, je suis plus en centre de formation parce qu'il faut savoir que le karaté, alors lorsque j'ai eu 18 ans en fait, donc en 2018 OK. ou 2017. Bon, je suis plus très sûre. Dans 2017. ce genre-là. Ouais, voilà, dans ces environs-là. Il faut savoir que le karaté est rentré aux Jeux Olympiques. Mm-hmm. Donc, pour la première fois, du coup, il doit être aux Jeux Olympiques. Normalement, c'était cet été en 2020, mais ça a été reporté à l'été prochain. Mm-hmm. Et après, on ne le sera plus du tout. Donc, du coup, à partir de ça, le karaté, c'est vraiment, on va dire, professionnalisé. Même si c'est toujours pas un sport professionnel,
En tout cas, ils ont mis beaucoup de moyens et du coup, je suis montée. Du coup, j'ai déménagé sur Paris. OK. Bon, voilà, ça fait 3 ans que je suis sur Paris pour préparer les Jeux Olympiques. OK, super. Puis tu es originaire de quelle région en France? Je suis originaire, alors pour faire gros, Mhm. de la Bretagne. OK, cool. Voilà, donc l'Ouest, la petite pointe de Ouais, la... ouais. Puis, dans le fond, quand tu es parti à 12 ans, c'était où le centre de formation? C'est dans la région parisienne aussi ou c'est dans le sud? Oui, à 1 heure de Paris. C'était OK. à 1 heure de Paris environ. Voilà. Mais déjà ça se passe comment, la vie en centre de formation de karaté? Parce que pour moi, là, c'est complètement abstrait. Je sais même pas si ça existe au Canada, un centre de formation. Je pense pas qu'on a ça là, pour sauf Mais erreur. ça sonne à comme le centre de formation qu'il y avait au temple de Mont Shaolin, là, tu sais. Ouais, ça semble que ouais, C'est fou. comme, je comprends pas. C'est quoi, tu fais que du karaté le matin au soir, là? Alors non, du coup, c'était un centre de formation. Pourquoi c'était le meilleur? Je pense parce que il se concentrait énormément autant sur les études que sur le sport. Et donc, du D'accord. coup, en fait, on finissait tous les jours vers 15h30. Et puis, parce que bon, il faut savoir qu'en France, les cours, voilà, on est adolescent, se finissent vers 18h environ. OK. Ça laisse peu de temps pour faire du sport. Mhm. Et dans ce centre de formation-là, ça nous permettait en fait de nous arrêter vers 15h30 et de passer toute l'après-midi pour nous entraîner. OK. Voilà. Donc, du coup, en plus de ça, c'est vrai qu'on est dans un environnement que de sportifs. Donc, on dort dans un internat où il n'y a que des sportifs de haut niveau. On mange avec que des sportifs de haut niveau. Voilà, on est vraiment dans une bulle, dans un petit monde à part. Et donc, ouais, c'est sympa. C'est une très belle expérience. Donc, si je résume, c'est comme un programme sport-études, mais que celui-là offrait la possibilité de faire du karaté, dans le fond. Oui, c'est ça, c'est ça. OK. Oui. Dit comme ça. OK. Je pensais que. Donc, c'est pas forcément en lien avec l'équipe nationale. Ça, c'est arrivé après l'équipe nationale? Non, oui. Alors, en fait, il faut savoir que moi, par exemple, j'ai toujours cru que l'équipe nationale s'entraînait toute l'année ensemble. Donc, en France, en tout cas. Et alors, du coup, bon, c'est pas le cas chez nous. Je sais pas comment ça se passe ailleurs ou quoi, mais du coup, chez nous, en fait, on est très fort en général, les Français au karaté. Et donc, il y a beaucoup de très bons clubs et tout le monde peut progresser et atteindre un bon niveau un petit peu partout. Enfin, il faut pas forcément, par exemple, venir des grandes villes comme Paris ou voilà. Et donc, du coup, en fait, on est inscrit dans un club. Donc, moi, du coup, j'étais inscrite dans mon centre de formation. Mais dès l'âge du coup de 14 ans, donc c'est l'âge minimum pour entrer en équipe nationale, j'ai été repérée par l'équipe nationale. Et en fait, la préparation avec l'équipe nationale, en fait, elle est de côté. C'est toute l'année, je suis dans mon centre de formation. Et à côté de ça, par exemple, si je suis sélectionnée pour les championnats du monde, et ben 4 mois avant, je vais avoir plusieurs stages. Par exemple, 4 stages de 5 jours avec que l'équipe nationale et donc voilà. Mais sinon, le reste de l'année, j'étais en centre de formation. OK, super. C'est pas mal exactement comme ça ici aussi. C'est sûr qu'il y a des écoles qui sont plus associées à du BKF, mais quand même, tu peux faire, exemple comme nous, du karaté, faire tes choses et de temps en temps, quand il y a des gros événements, aller t'entraîner avec eux directement. Mais c'est pas tout le temps, là. Puis comment ça s'est passé, cette période-là, de vivre l'adolescence, grosso modo, l'adolescence loin de tes parents, puis en centre d'entraînement? Ça fait un peu comme au Québec, on avait un film là, quand j'étais jeune, ça s'appelait La Championne, puis c'était comme avec une gymnaste. Puis c'était un peu cette histoire-là, là, elle s'en allait, ça se passait en Europe en plus. Puis elle s'en allait dans un centre de formation pour l'équipe olympique, puis elle était comme dans une école, puis c'était super sévère. Fait que là, c'est l'image que j'ai dans ma tête. Fait que ça ressemble à quoi? C'est exceptionnel. Je pense que quand on est jeune, en plus, on se rend pas forcément compte de ce qu'on met de côté. C'est plus en vieillissant. Alors bon, je suis pas très vieille, 21 ans, mais c'est vrai que à partir de 18 ans, je me suis rendu compte de ce que je mettais plus de côté. Quand on est jeune, on est adolescent, on se rend pas forcément compte. Alors on ne sort pas avec ses amis. Quand il y a un anniversaire le week-end, nous, on n'est pas disponible parce qu'on part en compétition ou simplement parce qu'on a passé une semaine super fatigante et qu'on a juste envie de rester tranquille.
c'est un petit peu ça. En fait, on vit, on mange, on dort karaté, en fait, voilà, et compétition et objectif, et on est tous avec des grands objectifs. Et c'est rigolo parce qu'en fait, on sait que tout le monde n'y arrivera pas. Et du coup, ben, voilà, c'est pour ça que je disais, après, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on laisse de côté. Par exemple, moi, j'ai pas forcément, enfin, j'ai toujours été très proche de ma famille, mais je me suis toujours dit, bon, c'est un sacrifice qu'il faut que je fasse, et c'est devenu davantage pesant d'être loin d'eux quand j'ai commencé à grandir et que je me suis dit, ah, c'est du temps que je ne rattrape pas. Bon, après, c'est un choix forcément. Hein. Ouais. Mais je pense qu'à long terme, c'est un choix vraiment payant parce que, tu sais, moi aussi, je fais comme toi, là, je fais du sport, que ça. Puis des fois, je me disais exactement. Puis aujourd'hui, je réalise, je suis un peu plus vieux, j'ai 24, 25. Puis tu réalises qu'il y a des gens qui essayent de courir après ce que nous, on fait, plus vieux, tu sais, leur rêve, puis leur ambition, puis tout. Fait que de le faire jeune, oui, tu sacrifies des choses, mais en même temps, tu vis tes rêves, tu sais. Fait que faut pas après ça plus vieux, puis après ça, tu peux bâtir ta famille, puis tout ça, sans avoir de regrets, puis tu pas vis ta vie à 100%, mais je pense que, tu sais, c'est important de courir après sa passion, puis c'est ça qu'on fait dans les arts martiaux, là, tu sais. Oui. C'est une chance qu'on a, mais... Puis là, ça se passe comment pour toi en ce moment? Parce que je suivais un peu... c'est comme ça qu'on t'a connu, en fait. Là. Nous, on cherche des invités, fait qu'on cherche sur Internet, tout ça. Puis là, j'ai vu sur ta page Instagram que tu parlais de réhabilitation. Fait que qu'est-ce qui est arrivé pour que tu te retrouves en réhabilitation? Alors, du coup, en fait, il se trouve que là, les Jeux Olympiques avaient normalement lieu en août. Et en fait, en février... le 15 février, j'étais à mon avant-dernière Coupe du Monde. Donc, en fait, pour se qualifier aux Jeux Olympiques, on a environ 20 Coupes du Monde sur 2 ans. Et en fait, plus on va gagner, plus on va marquer des points. Et le but, c'est d'être, en fait, enfin, il n'y en aura que 10 qui seront sélectionnés. Donc, il faut être dans les 10 meilleurs. Okay. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, sur l'avant-dernière Coupe du Monde de qualification, je suis en train de gagner mon combat et en fait, je prends un appui que j'ai dû prendre une centaine de fois ou peut-être même 1000 fois. Et cette fois-ci, mon genou lâche complètement. Donc, je me suis fait une rupture des ligaments croisés et puis la totale, quoi, tout ce qui va avec du genou. Et là, c'est un petit peu le monde qui s'écroule. Je me dis, waouh! Je me suis entraînée des heures et des heures parce que, bon, là, autant mon centre de formation, c'était que les après-midi, autant depuis 3 ans, depuis que j'ai déménagé sur Paris, là, c'est des entraînements, c'est 3 heures le matin, c'est 2 heures l'après-midi et au final, c'est tellement fatigant que entre les entraînements, tu ne fais que récupérer et puis essayer d'être au mieux pour l'entraînement suivant. Donc, je fais vraiment que ça, voilà, c'est devenu mon métier. Et là, de voir cette blessure et à quelques mois des Jeux Olympiques, je me suis dit, c'est pas possible. Le monde me tombe sur la tête et donc les Jeux Olympiques ont été reportés d'1 an. On va dire que c'est horrible, mais on va dire que dans toute cette négativité, il y a un peu de positif pour moi. Du coup, ça m'a permis de me faire opérer et là, ça fait 7 mois du coup que je me suis fait opérer et que je m'entraîne tous les jours sans exception, à part on va dire le dimanche, mais sinon je n'ai pas fait 2 semaines d'arrêt. Voilà, je m'entraîne tous les jours, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi et encore plus ce dernier mois. Voilà, je fais que ça pour revenir au top en fait. Voilà, donc c'est pour ça réhabilitation. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. J'essaye de faire partager mon idée. Oui. Puis le timing était excellent. Comme tu dis, c'est une mauvaise nouvelle planétaire, mais toi, dans ton cas, ça t'a permis de ne pas mettre une croix sur ton rêve olympique. Donc. Exactement, oui. Wow. Pas plus mieux. Puis ça consiste à quoi un peu un plan d'entraînement ou la réhabilitation? Qu'est-ce que tu as dû traverser ou qu'est-ce que tu as eu comme ressources pour te remettre sur pied? Voilà, ça a été dur. Hein. Honnêtement, je m'entraîne si je dis que j'ai pas eu envie d'abandonner parce que c'est atroce. Et pendant 1 mois, déjà pendant 2 semaines, c'est impossible de bouger. C'est des réveils de douleur. Tu n'arrives même plus à dormir.
c'est juste se lever avec les béquilles, voilà, et marcher avec les béquilles jusqu'aux toilettes pour faire juste pipi. Et ben c'est malaise, je tombe dans les pommes et voilà. Enfin la douleur est vraiment atroce pendant 2 semaines. Ensuite, il faut commencer directement la rééducation, réapprendre à marcher. Donc ça, déjà, c'est compliqué. J'avais l'impression que mon corps ne savait plus faire. Donc, il a fallu que je réapprenne, que j'essaye de retrouver des sensations dans ce mouvement qui paraît tellement banal. Et enfin, en fait, on se rend compte en fait de la chance qu'on a de pouvoir faire tout ce qu'on fait, de pouvoir bouger les bras, de pouvoir marcher, de pouvoir monter des escaliers. Et c'est vrai que moi, j'ai dû réapprendre tout ça et ça a duré plusieurs mois. Réapprendre à marcher, à monter les escaliers, qui a été vraiment très dur, à descendre des escaliers, à juste marcher quand il y avait une toute petite pente que personne ne voit. J'ai dû réapprendre à courir, à tout faire. Et puis là, c'est vrai que ça fait 1 mois et demi que j'étais en centre de rééducation. Vraiment, c'était la dernière ligne droite. Et là, c'était 3h30 d'entraînement le matin, que de la préparation physique, du renforcement musculaire. Et le soir, j'avais 1h30 d'entraînement que spécifique karaté. Wow. Fait que pour tout réapprendre à faire vos kicks de précision, là, parce que hey, c'est quelque chose, là. Perdre la motricité au niveau de la cheville, des orteils, tout ça. Les genoux, tout. C'est crucial. Ouais. Ah bah, ça tire partout. Hein. Au début, tu redécouvres complètement ton corps et c'est compliqué. Même mentalement, c'est très, très compliqué parce que ce que tu faisais avant avec énormément de facilité, bah là, c'est devenu pour faire le moindre petit déplacement ou même la moindre technique, bah, c'est devenu énorme. Ça demande énormément de force et d'énergie. Donc, c'est très, très dur mentalement. Ben, chapeau pour ça. Hein. Félicitations. Puis comment c'est le système de santé en France? Pour vrai, j'ai aucune idée. Est-ce que vous avez un healthcare ou c'est un système public? C'est des assurances? Ouais. Je sais pas. OK. Alors, en fait… Ça doit coûter cher quand même une chirurgie au genou. Là. Alors, 0 €. Oh. Tout est couvert en France. Ouais. En fait, quand nous, on paye notre licence pour pouvoir faire du karaté dans notre club. Et donc, du coup, notre licence, en fait, elle nous donne droit. Donc, c'est pas très cher. Hein. La licence en elle-même, elle va coûter moins de 80 €. J'imagine que ça doit faire… 160 $ à peu près. Ouais. Ouais. Enfin, voilà, c'est ça pour l'année entière. Et en fait, si tu te blesses dans ta pratique sportive, c'est considéré comme un accident du travail. Et donc, tous les frais sont remboursés à 100%. Donc, mon opération, mon centre de rééducation, enfin, même pour dire, tous les matins, tous les soirs, il y a un taxi qui vient me chercher et qui m'emmène au centre de rééducation. Et même ça, c'est pris en charge. Wow. C'est vraiment, oui. Vous êtes bien couvert. Ça vaut le 80 € par mois. Ouais, par année. Par année. Et on va dire, la seule chose que j'ai dû payer, c'est, forcément, en tant que sportive de haut niveau qui prépare les Jeux Olympiques, j'ai voulu que ça aille très vite. Et je me suis fait opérer pendant le confinement. Donc, le premier confinement qu'il y a eu en France. Et donc, il y avait pas possibilité d'avoir de kiné, de docteur. Et du coup, j'ai dû tout faire toute seule. Donc, par contre, ça a été à ma charge. J'ai dû louer du matériel de rééducation toute seule pendant 1 mois. Mais bon, j'étais pas non plus obligée de le faire. C'est parce que moi-même, j'avais un objectif de performance au bout. Et sinon, tout aurait été pris à 100% en charge. Wow. Tant mieux. Ça. Puis, au niveau de la vie sociale, parce que c'est quand même beaucoup de travail là, de consacrer… c'est comme tu disais, c'est un peu ton métier, là, vu que tu es une athlète en vue des Olympiques. Ça a l'air de quoi? Comment tu réussis à avoir une vie sociale au travers de ça? Parce que tu mets beaucoup, beaucoup d'heures. Est-ce que les amis comprennent ou est-ce qu'au final, tes amis sont dans le karaté, pas mal tous, donc ça va bien de ce côté-là? Pendant très longtemps, en fait, j'ai fait abstraction de ma vie sociale et j'ai mis beaucoup mes amis de côté, mais sans réfléchir en fait à ce que ça pouvait m'apporter. Et en fait, je pense que ça a été une erreur parce que je pense que c'est très important d'entretenir une vie sociale.
Alors après, on va dire que j'ai un petit peu de chance. J'ai rencontré mon compagnon en fait en 2013, donc j'avais 13 ans. Lors de en fait, il était en équipe de France aussi, et c'était notre tout premier championnat du monde ensemble, tout court, ouais. Voilà. Et du coup, depuis, on est toujours ensemble. Ça va faire 7 ans, et on habite ensemble depuis 3 ans, depuis que j'ai déménagé sur Paris, parce que lui habite sur Paris. Donc ça aussi, c'est cool parce que je me retrouve pas toute seule. Maintenant, c'est vrai que c'est seulement, on va dire que depuis plusieurs mois que j'essaye de passer du temps, vraiment de consacrer du temps à mes amis, mais c'est très compliqué. Sachant en plus que les moindres week-ends que j'ai de libre, j'essaye de faire, enfin, là, je suis environ à 4 heures, 4 ou 5 heures de route de chez mes parents. Donc, j'essaye d'y aller. Des fois, j'ai juste 2 jours de repos. Alors, je fais l'aller-retour pour le week-end, et ça prend beaucoup de temps. C'est fatigant. Donc, c'est vrai que la vie sociale, c'est compliqué, mais c'est vraiment important. Et mes amis comprennent tout à fait. Puis, au niveau des études, tantôt, on parlait de l'école, le centre d'entraînement, tout ça. Est-ce que tu étudies dans cet endroit-là un programme dans une matière autre que le sport qui te prépare pour ton après-carrière, on va dire, ou c'est quelque chose que tu vas faire éventuellement, de retourner aux études? C'est quoi tes plans pour l'après-olympisme, on va dire? Alors là, c'est vrai que c'est la partie la plus compliquée, on va dire, parce que aujourd'hui, le sport en France n'est pas mis très en valeur. On va dire que pour les sportifs professionnels, donc pour ceux qui sont payés par leur club, par-ci, enfin voilà, c'est plutôt facile, et eux sont très mis en lumière. Moi, je suis pas une athlète professionnelle, je suis une athlète de haut niveau simplement, parce que le karaté n'est pas professionnel tout simplement, et du coup c'est compliqué de faire les deux, parce que si à la fin du mois on n'a pas gagné telle ou telle compétition, on gagne pas la prime, on gagne pas assez, et du coup c'est compliqué de s'investir par exemple à 50% seulement dans le sport pour pouvoir s'investir à 50% dans les études. Donc moi, j'étais en 2e année de licence d'économie, mais je sais pas ce que ça fait au Canada, la licence. C'est le bac plus 2 années. OK. Donc, le bac, ça, c'est après le lycée, non? C'est une maîtrise. C'est ça. C'est comme OK, nous, on a un cégep, un collège. OK. Puis après, c'est l'université chez nous. L'université, voilà, je suis en 2e année d'université. OK. Et donc, du coup, voilà, j'étudiais l'économie. Alors, j'adore l'économie. Et puis, j'ai toujours été douée à l'école, mais c'est vrai que là, pour l'année des Jeux Olympiques, ça devenait vraiment trop contraignant, et j'ai décidé de mettre en pause mes études, et pourquoi pas reprendre après, plus tard, ou faire totalement autre chose. Voilà, je vis selon les opportunités qui s'offrent à moi. Oui. On a parlé à plusieurs, quand même, maintenant, quand même, on peut dire plusieurs de tes compatriotes, puis ça semble pas évident de vivre de l'enseignement des arts martiaux en France. Il y en a quelques-uns d'entre eux qui le font de façon professionnelle, comme Lionel Froidure. Il y en a d'autres qui nous disent oui, je le fais, mais j'ai un emploi de jour aussi. Est-ce que toi, j'imagine que tu dois être quand même connu dans le milieu des arts martiaux, veux pas, championne de France, championne du monde, etc. Est-ce que l'idée d'ouvrir ta propre école après justement la carrière olympique, c'est quelque chose que tu avais en tête ou pas du tout? Non, parce que je pense qu'il faut, enfin que je suis pas la bonne personne, parce que moi, en ayant vécu dans un centre de formation, j'ai vu que j'étais autour d'athlètes qui avaient envie de performer, envie d'être champion du monde, mais qui à côté ne se donnaient pas forcément les moyens. Et moi, je sais qu'en tant qu'entraîneur, je suis quelqu'un de très passionné et de très motivé. Et quand je m'implique dans quelque chose, c'est vraiment à 100%. Et je ne serais pas capable même si je comprends que des personnes n'aient pas envie de s'investir à 100%, je ne serais pas capable de m'investir en fait pour ces personnes-là. Je ne fonctionne pas comme ça, et du coup, ce
serait trop compliqué. Mais ça ouais. C'est quand t'es quelqu'un de compétitif, t'as de la misère à comprendre. Genre, moi aussi, j'avais de la misère, mais le monde veut juste faire du karaté traditionnel, c'est correct. La compétition, c'est correct, mais fais pas de la compétition à 50%. Tu sais. Oui, Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Tu peux faire du karaté sans faire de compétition. Aucun problème avec ça. Mais fais pas la compétition à 30%. Tu sais. Ouais. Donne-toi. Je peux comprendre, hein. Je Ouais. peux comprendre qu'il y en a qui aiment, par exemple, se retrouver à l'entraînement avec leurs amis. Et moi, par exemple, ma petite sœur a longtemps fait du karaté pour ça, pour aller voir ses copines et tout. Mais moi, je ne serais pas capable d'entraîner quelqu'un qui vient pour ça. Même si je peux comprendre, je ne serais pas capable. Ouais. Moi, c'est des gens ou sinon qui font comme ah, ben, je veux être le meilleur. OK. T'as-tu pratiqué depuis la semaine dernière? Ah, non. Hey, OK, dis-moi pas que tu veux être le meilleur, par exemple. Tu sais, c'est comme agis, là, tu sais. Ouais. Moi, je me demandais, toi, tu es dans le WKF, tu fais, comme tu disais tantôt, un système un peu de pointage, vous devez faire plusieurs compétitions. Je me demandais, est-ce qu'il y a, tu dois faire des compétitions plus compé gang, des régionales, des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a d'autres sortes d'associations plus en genre de provinciaux, nationaux, mondiaux que tu fais aussi, ou c'est vraiment juste du WKF que vous participez? Comment ça fonctionne en France? Alors, Parce qu'ici, il y a plusieurs associations, là, tu sais, il n'y a pas juste WKF. Nous, même quand ça a été aux Olympiques, on était comme, ah, c'est le fun, mais c'est pas nous. Tu sais, comme si on veut faire, il faut un peu apprendre, tu sais, c'est un peu différent, mais on peut quand même adapter, mais tu sais, c'est ça. Vous, est-ce que vous avez plusieurs ou c'est vraiment dominant, là? Non, nous, c'est WKF. Alors, en fait, moi, là, actuellement, je le fais plus parce que je suis internationale. Mais sinon, il y a tout un cheminement. En fait, on a les départementaux, donc qui sont accessibles à tout le monde, les championnats départementaux qui sont accessibles à tout le monde. Voilà, c'est même pas qualificatif, en fait. C'est vraiment juste pour faire une compétition et par département. Mais il faut savoir que nous, nos départements sont assez petits. Enfin, ça n'a rien à voir avec le Canada qui est immense. Nos départements sont assez petits. Chez nous, on appelle ça une région. D'accord. Une région d'une province. Ouais, voilà. Et au final, on peut se retrouver. Enfin, un championnat départemental, ça peut être parfois 4 dans une catégorie seulement. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde. Du coup, c'est ouvert à tout le monde. Et ensuite, après, on a les championnats régionaux. Donc là, la région, il y a un petit peu plus de monde, mais ça reste quand même, enfin, pas comme le Canada. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que là, les régionaux, c'est plutôt intéressant parce que, en fait, on a beaucoup de très bons compétiteurs en France. Donc là, le niveau, tout de suite, on retrouve, enfin, moi, par exemple, dans mon département, dans ma région, j'avais plusieurs athlètes internationaux dans ma catégorie. Donc au final, ça donnait un très bon championnat régional. Et en fait, ce championnat régional, il est qualificatif pour les championnats de France. Okay. Donc, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est les 2 premiers de chaque région qui sont qualifiés en fait pour les championnats de France. Et donc après, après il y a les championnats de France et puis qui sont du coup, il faut avoir performé en régional pour aller au championnat de France. Au championnat de France, on est au moins une bonne soixantaine. Du coup, donc c'est bien, il y a du niveau. Et aussi, on a des coupes de France en fait. Donc des coupes de France, donc tout ce qui est coupe en fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc ça permet même aux étrangers de venir, même s'il n'y en a pas forcément beaucoup. C'est quand même intéressant. Voilà, il y en a de plus en plus et c'est cool. Et voilà, donc ça c'est vraiment, on va dire, le national. Ensuite, après, mais ça reste WKF. Enfin, ça, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, après les championnats de France, si on performe au championnat de France, on va dire qu'on va être repéré par l'équipe nationale, mais on n'a pas besoin d'être repéré par l'équipe nationale pour partir en championnat en Coupe du Monde. Voilà, en fait, les championnats de France vont seulement nous servir à nous sélectionner pour les championnats du monde et les championnats d'Europe. Tout ce qui est championnat, en fait, ça fonctionne ensemble. Et après, on a les coupes du monde, les coupes de France, etc. Et ça, c'est vraiment très libre et tout le monde peut y participer.
Puis, tu as fait beaucoup de compétitions à l'international. Combien de pays tu as fait dans ta carrière? Oh là, et bah, franchement, c'est une chance déjà d'avoir voyagé parce que de base, avec ma famille, j'ai juste connu un seul pays, c'est l'Espagne. On partait en Espagne ensemble et j'avais jamais pris l'avion. C'est grâce au karaté que j'ai pris l'avion, que j'ai voyagé vraiment partout dans le monde. J'ai fait Shanghai, Tokyo, l'Indonésie, le Chili. J'ai fait, donc ça c'est pour les pays qui sont loin de la France vraiment, mais bon sinon j'ai fait Dubaï, la Croatie, l'Espagne, le Portugal, enfin je crois que j'ai fait pratiquement tous les pays d'Europe quoi. J'ai voyagé vraiment partout. T'as une destination coup de cœur peut-être? Laquelle t'as préférée? Ou la plus dépaysante, probablement, c'est quelque chose comme le Chili, plus que les pays d'Europe. Alors, le Chili, en fait, c'était l'année dernière, il me semble. Alors, c'était pour un championnat du monde. Et en fait, on est arrivé en pleine crise sociale, je ne sais pas comment appeler ça, en guerre civile, je ne sais pas. Ouais. Oui, et, voilà. Et du coup, en fait, on avait interdiction de sortir de notre hôtel, voilà, et on mangeait dans l'hôtel, voilà, on était complètement bloqués pendant 10 jours dans l'hôtel, à part pour notre jour de compétition, parce que bah, c'était en pleine guerre, voilà, c'était incroyable d'ailleurs. Wow, le timing était un peu étrange pour être en compétition finalement, ouais. Oui, complètement. Du coup, bon, bah, j'ai pas trop voyagé, enfin, j'ai pas trop découvert le Chili. Jérémy, tu avais une question. Une expérience drôle. Hein? Ouais, c'est ça. Ça fait un souvenir doux amer. Tu fais j'ai fait une compétition au Chili. C'est différent. Et puis, comme ça, on voit un peu comment ça se passe partout dans le monde. Voilà, c'est. Donc, jamais venu au Québec, jamais venu au Canada à date en compétition. Alors, jamais en compétition, mais je suis venue, pas l'été dernier du coup, mais l'été encore d'avant. Okay. Voilà, j'ai fait un petit road trip. Du coup, on est parti de Montréal, on est monté, on a été jusqu'au Québec, on a été au parc de la Mauricie. Après, on est même descendu, jusque dans l'Ontario, voir les chutes du Niagara et tout. Voilà. Et ça, c'était vraiment le meilleur voyage que j'ai fait de ma vie. Ah! Voilà. Yes, au Canada! Yeah! Mais vraiment, et je suis une fan. Et là, avec mon compagnon, on aimerait retourner très prochainement. Et puis, pourquoi pas même après les Jeux Olympiques, s'expatrier là-bas. On est vraiment un gros coup de cœur pour ce pays. Et puis, c'est incroyable, je trouve. Après, on va dire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais, ça, c'est sûr. Oui, mais on a beaucoup aimé l'état d'esprit. Mais de façon générale, il y a une grosse communauté d'expatriés français, en particulier à Montréal. Là. Mais moi, dans ma famille, j'ai une tante française. Il y en a beaucoup au Québec. D'accord. Oui, vraiment. Mais sinon... moi, je me demandais comment c'était quand... Tu compétition dans plusieurs pays asiatiques. Je me demandais comment c'est pratiquer un sport culturel pour eux, puis pas fitter. Genre, est-ce que tu sens que tu es jugé ou que tu ne fites pas par les autres, les compétiteurs, les arbitres, les choses comme ça? Ou comment tu es perçu en tant qu'occidental, parce que c'est traditionnel. Oui, exact. Est-ce que tu sens ça ou pas du tout? Non, du tout. Alors, en fait, partout, surtout en Asie, quand je suis allée en Asie, en fait, c'est pour des Coupes du Monde, mais celles qui sont qualificatives pour les Jeux Olympiques. Et donc, en fait, c'est que seulement les 50 premiers mondiaux de chaque catégorie qui ont le droit de participer à ces compétitions. Et donc, en fait, ça veut dire que on se retrouve les 50 premiers mondiaux de chaque catégorie et on se connaît et on se respecte tous énormément. Et en fait, on va dire que le seul problème, c'est qu'il y a un énorme décalage horaire et beaucoup d'avions, mais sinon, c'est génial. Même, on sent, non, il y a beaucoup de respect entre nous et non, je sens pas la différence au niveau des regards, etc. Même, et d'ailleurs, les Français dans le karaté, je pense qu'on est, on a longtemps été une des premières nations mondiales au niveau de la WKF.
Et on a toujours été là. Actuellement, on n'est plus les premiers, mais on est dans les premiers. Voilà. Donc, clairement, il y a un gros bassin de karatéka de haut niveau, là. On s'en rend compte en faisant le podcast, là. C'est clair. On n'a pas de difficulté à trouver des karatékas qui ont un gros bagage en France. Puis au Québec, il y en a beaucoup, mais c'est sûr qu'au Québec, on est juste 8 millions. Donc, déjà, le bassin est plus petit, là. Mais sinon, avais-tu, quand tu es arrivé dans le karaté, dans les arts martiaux, avais-tu des modèles, des inspirations féminines? J'imagine que c'était difficile parce qu'il n'y en a pas des tonnes, mais est-ce que tu avais des gens, soit dans le cinéma, soit dans les arts martiaux carrément, qui t'ont inspiré dans ta pratique? En fait, on me pose souvent cette question et je suis à chaque fois déçue de dire non. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais. En fait, je trouve toujours le bon chez les gens, chez les sportifs, chez les personnes, mais je vois aussi toujours le mauvais. Et du coup, personne n'est parfait et moi, je le vois vraiment ça. Et donc, j'arrive pas à idéaliser quelqu'un. Et encore plus en grandissant. Voilà. Mohamed Ali, Nelson Mandela, mais lui, Michael il Jordan. des défauts, Ali. Ouais, non, c'est ça. Mais Bruce Lee. Excuse-moi. Non, mais c'est vrai que des fois, c'est difficile. Moi aussi, je trouve ça. Mais justement, tu regardes des gens comme Michael Jordan, tu es comme, wow, moi, je pourrais jamais faire ce qu'il a fait, mais si je peux essayer de faire 1%, c'est. Mais ouais, oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Puis toi, as-tu l'impression que tu pourrais servir de modèle, que tu le veuilles ou non, là, que ça soit conscient ou non, à des jeunes filles en Europe plus jeunes qui commencent dans les arts martiaux, puis que là, toi, avec le circuit assez hallucinant que tu as eu de médailles mondiales, Europe et tout, qu'une petite fille qui a 12 ans aujourd'hui fasse « Ah, ben, Gwendoline, c'est mon idole ». Est-ce que tu le ressens, ça? Oui, d'ailleurs, on me le dit et c'est ça qui est magique. En fait, en France, c'est, on va dire, petit, entre guillemets, et tout le monde communique et tout le monde se connaît, on va dire. En fait, c'est vraiment petit, hein. Je pourrais aller partout en France, je connaîtrais quelqu'un du karaté, c'est évident. Et en fait, du coup, je suis amenée à faire beaucoup de stages. Donc, je donne des entraînements pendant le week-end, de temps en temps, à des clubs. Donc, eux ne sont pas forcément de grands compétiteurs, les athlètes. Donc, il y en a souvent, il y en a qui sont très bons compétiteurs et il y en a d'autres qui sont plus pour le loisir. Et ces personnes-là, c'est impressionnant parce que oui, voilà, par exemple, je suis rentrée chez mes parents l'année dernière pour l'été. Je suis restée longtemps. J'ai été manger une glace au bord de la mer avec toute ma famille. Et là, je suis tombée sur une jeune karatékate qui m'arrête et qui se met à pleurer en se disant « Ah, mais je pensais jamais te voir et tout. » Et en fait, c'est rigolo parce que les gens, ils idolâtrent vite. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je veux montrer que tout n'est pas rose et que c'est dur, que parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a envie d'abandonner et tout. Et voilà. Mais oui, et même quand on me voit en compétition en France, et qu'on me demande des autographes et tout, c'est cool parce que moi, c'était il y a peut-être il y a à peu près 10 ans, c'est moi qui demandais des autographes à toutes les compétitrices internationales, donc c'est cool. Mais ce que j'aime de ta démarche sur les réseaux sociaux, c'est comme un peu dans les lignées de ce que tu dis, c'est que chez nous, du moins, je sais pas comment ça se passe en France, mais les influenceurs et influenceuses sont souvent des gens qui n'ont pas fait grand-chose à part être célèbres sur les réseaux sociaux. Donc, d'avoir des influenceurs et influenceuses, des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux et suivis par beaucoup de jeunes, mais qui, au contraire, montrent à ces jeunes-là que moi, pour ma réussite, j'ai dû travailler fort et faire autre chose que prendre des selfies à tous les coins de rue ou faire semblant que le condo dans lequel je suis est à moi et je suis riche et blablabla. C'est ça. Au moins tu offres un modèle différent. Fait que c'est bien. Oui, moi, personnellement, quand je me suis blessée, par exemple, et que j'ai eu envie d'abandonner, je me suis dit, mais comment c'est possible que des athlètes de haut niveau et qui ils performent autant, ils se blessent et tu as l'impression que tout est rose et que tout est très plat et que tout va bien tout le temps, en fait. Et je me dis, comment c'est possible? Et en fait, non,
c'est pas possible. C'est juste que Mm. ces personnes-là ne le montrent pas. Et c'est pour ça que mes réseaux sociaux, au-delà du nombre de followers et tout, eh ben, c'est juste, je voudrais partager et montrer à tout le monde que bah, c'est normal. Bah, des fois, par exemple, j'invente, mais de craquer, de manger 6 crêpes au Nutella. Enfin, des choses très bêtes, mais en fait, au final, voilà, c'est normal des fois de plus avoir envie, d'avoir envie de tout lâcher. Et puis au final, bon, bah, 2 heures après, tu te dis, bon, peut-être pas en fait. Mais, et puis, voilà, que tout n'est pas rose et que des fois, c'est très difficile, que des fois, on pleure et que on réussit pas toujours, voilà, pour gagner, des fois, il faut des échecs, des échecs. Des fois, on n'a pas envie d'aller s'entraîner, on y va quand même. Et en fait, c'est un peu l'envers du décor. Les gens veulent être comme nous, mais ils se rendent pas compte que c'est très, très dur et que, il faut le pouvoir et il faut vraiment le vouloir. Et les gens, je pense, quand ils veulent être comme nous et avoir tout ce que nous, on a en termes de médailles et tout, je sais pas s'ils auraient envie d'avoir notre vie sans voir les copains, les copines et sans ci et sans ça et en faisant tout le temps attention à ce qu'on mange et ci et ça et voilà. Puis, il y a une question qu'on n'a pas posée, Non. Jay, depuis La le début, réponse, mais c'est c'était non, comme ils veulent pas, sous-entendu. mais C'était comme sous-entendu, là, mais juste pour que ce soit clair, tu te spécialises surtout en comité, En tu fais combat. que du combat, ouais? Oui, je fais que du combat. Alors, quand Ok. j'étais plus jeune, j'ai fait un petit peu de kata et j'ai fait les championnats nationaux. J'ai fait 5e à un championnat de France. Donc, j'étais super contente parce que bon, je suis pas trop C'est pas ta kata dans ma... spécialité, ouais. Voilà, c'est pas ma spécialité. Donc, pour moi, c'était très bien. Mais ça s'est très vite arrêté parce que quand je suis rentrée en centre de formation, en fait, à un peu plus de 12 ans, ben voilà, j'ai arrêté les katas et je faisais que du combat. OK, cool. Jérémy, non, t'avais-tu une non, là, question? non, ça c'était correct si on va laisser Ok. là. Mais ça, je trouve ça spécial, juste faire du combat ou juste faire des katas. Genre, tu sais, parce que moi, en tant que professeur, aujourd'hui, j'enseigne les deux, puis je trouve que c'est complémentaire. Tu sais, faire des katas, si tu enroules 3 à 5 vrais, si tu travailles ton cardio puis tes stands, puis même en bas âge, je dirais que c'est la seule manière de développer un enfant. Tu sais, en bas de 10 ans, là, quand tu peux pas faire avec des poutres, tout ça, là, faire des vrais katas, là, des horse stands, des stands, des twist stands, c'est la seule manière de développer un enfant pour de vrai. Là. Fait Toi, que, dans ton entraînement, est-ce que le kata faisait partie de l'entraînement, même si tu te spécialisais en comité pour les compétitions? ouais. Moi, je pense, comme tu l'as dit, Jérémy, en fait, le kata, c'est hyper important pour, surtout, oui et non, mais c'est énormément important pour l'enfant, pour qu'il apprenne à se développer. Et puis même, en fait, pour moi, le karaté, en tout cas, ma forme est très technique et je sais que je serais pas, je combattrais pas pareil si je n'avais pas fait de kata avant. Et je trouve que quand on voit des athlètes, des gens qui font que du kumité et qui n'ont jamais fait de kata de leur vie, ça se voit tout de suite parce que Exact, ils ont pas les bases techniques qu'on enseigne voilà, en kata. OK. Ah, Puis, c'est c'est bon. quoi ton style ou ton école? On n'a même pas parlé de ça. C'est ton professeur. Dans quelle branche t'as évolué en karaté? C'est-à-dire? Je sais pas, Shotokan, Shitoryu. Oui. Shotokan, oui, OK. OK, cool. Oui. Ça a l'air très, très gros en France, non, le Shotokan? C'est un des plus gros courants. Énormément. C'est très, très développé. Après, on va dire que il y a quelques clubs surtout dans peut-être le sud qui sont un petit peu Shitoryu, mais beaucoup. Enfin, peut-être que je mens quand je dis ça, hein, je sais pas du tout. Non, mais c'est ta perspective, c'est correct. Et je pense qu'il y a au moins 3/4 des personnes qui sont au Shotokan. Et au moins, je pense. OK, cool. Oh, wow. Bon, ben écoute, moi, j'ai fait le tour de mes questions, Jérémy, sinon, ça va. Ben, merci beaucoup, sérieusement, d'avoir pris cette heure-là avec nous, puis d'être notre pilote pour le premier essai en vidéo. Ouais. Donc, on va te souhaiter bonne chance pour la suite de ta réhabilitation, puis quand les compétitions vont reprendre. Puis, voilà. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop parlé parce que je parle beaucoup. Alors, non, on aurait pu prendre 4 heures sans problème de conversation. On est là pour ça. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée.